Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur le Père Noël est une ordure le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Ils se disent en même temps, c'est tellement trash que qui ça va faire rire? Avec quoi tête de nez? Fous-moi la paix, fourra merde, encule-toi tout seul, espèce de malpoli! Elle va partir de la scène en laissant son César volontairement. Et son personnage, c'est devenu un personnage culte. Donc évidemment, il dit que le cachet que me propose, ce qu'a dit Jean-Pierre, est insultant, je ne tente pas pour un pourboire. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, puisque tu dis toute la bande. Effectivement, Michel Blanc n'avait pas fait la pièce. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean Weber, ou plutôt votre hôte, comme une hôte de Noël, et mes elfes sont... Jeff Domenech, je ne vous jette pas la pierre, Jean-Pierre, mais j'étais à 2 doigts de podcaster. Jean-Pierre Lavoignas, c'est cela, oui. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Père Noël est une ordure, sans jamais oser le demander. C'est cela, oui. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour cette spéciale de Noël. Il est né le divin Kino, celui qui accueille à nouveau avec bonheur l'ami Jeff et le sensei Jean-Pierre Lavoignas. Et à l'image de nos auditeurs, nous nous sommes languis de toi, Jean-Pierre. C'est gentil. C'est vrai, Mais tu moi, nous je suis manques toujours l'envie de vous beaucoup. aussi. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de liker et de souscrire et de parler autour de vous de notre chaîne Abracadapod sur YouTube, avec tous les 15 jours, une nouvelle fantastique vidéo du magicien derrière le rideau, Romain Lénoff. C'est cela, oui. Et maintenant, avant que Jean-Pierre ne nous ramène à la source, Jeff nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre 2 étages, comme Madame Musquin. Avant toute chose, je me disais qu'hier soir, il me manquait quelque chose pour podcaster. Voilà. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Mais tu l'as Passons au eu. pitch. Ah, j'ai du réseau, monsieur Lavoignas, j'ai du réseau. C'est toi-même qui l'as tricoté? Hein, bien sûr, au feu de cheminée, en attendant le Père Noël. Bon, attends, je vais mettre ma veste en qu'à faire, mon beau gilet. Mais il vient d'où? Ah, C'est génial. Je le veux. Je te je l'achète. t'enverrai, avec la photo de Jean-Paul. Bon, on y va. Félix, joyeux Noël fait! Pierre et Thérèse prennent leur permanence de SOS Détresse Amitié le soir du réveillon de Noël, tandis que leur supérieure, Madame Musquin, part fêter en famille ce réveillon, avant de se retrouver bloqués bêtement dans un ascenseur. Et joyeux Noël, ma Musquin. Entre 2 visites de leur envahissant voisin, un certain Monsieur Preskovic, les appels se multiplient, notamment ceux d'un travesti du nom de Katia, qui a besoin de réconfort, et Josette, la petite protégée de Thérèse, qui s'est violemment disputée avec son mari Félix, un homme alcoolique et violent. Reviens tout de suite ou je vais te tuer! Pierre et Thérèse voient débarquer dans leur permanence ce trio infernal et vont tenter de faire front au cours d'une soirée dont le contrôle va totalement leur échapper. Bien alors, Félix, c'est grotesque. Lâchez ce jouet. Bien alors, méfiez-vous, ça n'est pas un jouet. Bravo mon pitchounet. Et maintenant Jean-Pierre, un homme qui parle de cinéma mieux que personne. Il adore quand Mais je lui non. fais des compliments à bout portant. Non. Nous ramène à la source donc en nous racontant la genèse du chef-d'œuvre du Splendide et de Jean-Marie Poiret de 1982, Kinozana au plus haut des cieux. Alors, tout a commencé, comme souvent chez le Splendide dans ces années-là, par une pièce de théâtre. Juste après Les Bronzés, ils commencent à réfléchir à leur prochaine pièce. Sous la pression d'Yves Rousset-Roire, qui veut à tout prix une suite des Bronzés, ils doivent aussi écrire Les Bronzés font du ski, mais ils préfèrent commencer par la pièce. Il y a d'abord une vague idée à l'époque, ils sont rue des Lombards et le quartier des Halles est en pleine reconstruction, tout. Il y a des rats partout. Et ils se disent, mais pourquoi on ne jouerait pas des rats avec un museau et une queue? Ils commencent à écrire et puis très vite, ils se retrouvent dans une impasse parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire de ces rats. Et alors là, c'est assez amusant parce que quand je les ai rencontrés pour le livre, chacun s'attribue un peu l'idée de SOS Amitié. Alors, Allô, SOS détresse? Je suis au bout du rouleau là. Qu'est-ce que je dois faire? Appuyez sur le bouton. Allô?
L'ermite dit que c'est Balasco qui a parlé d'SOS Amitié, d'une nuit de Noël où tout le monde n'est pas à la fête chez SOS Amitié. Marianne dit que son père était lui-même un correspondant d'une organisation de ce genre et répondait au téléphone et donc lui en a parlé. Et Junio dit qu'il connaissait des gens très bien sous tout rapport, mais qui, plutôt que de s'occuper de leurs enfants, allaient répondre à des inconnus à SOS Amitié. En tout cas, sans doute, c'était dans l'air du temps, puis il y avait des grands panneaux publicitaires dans le métro. En tout cas, ils ont l'idée d'écrire une pièce qui se passerait la nuit de Noël, comme vient de le dire Jeff, dans une agence d'SOS Détresse Amitié, Allô, détresse amitié, joyeux Noël. où le principe, c'est on répond au téléphone, mais surtout les gens ne viennent pas en vrai. Sauf que là, ils veulent tous venir. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette population un peu hétéroclite. C'est cela, oui. Ils disent tous que le moment de l'écriture a été un moment absolument génial. Ils ont écrit la pièce en un mois. C'est un des moments où ils ont été le plus libres. Ils se sont jamais limités à quoi que ce soit. Le seul qui s'est retiré, déjà, c'est Michel Blanc. Michel Blanc, au moment de l'écriture, il dit, je trouvais plus vraiment ma place dans le groupe. Et puis moi, l'écriture collective, ça commençait à me gaver un peu. Et je voulais surtout pas me fâcher avec ces gens que j'adore, juste pour défendre une idée ou pour défendre un gag. Donc il décide de se retirer, de pas écrire la pièce. Et il prendra vraiment ses distances après le tournage des Bons Enfants du Ski pour travailler notamment avec Patrice Lecomte. Vous avez pas la télé, ça va être chiant pour le soir. Donc ils écrivent cette pièce sans limite. Et tous, ils disent c'est un moment de liberté et de création incroyable. Et ils se disent en même temps, c'est tellement trash que qui ça va faire rire, nous et nos copains, mais et à leur grande surprise, le soir de la première, ils commencent la pièce un mois avant la sortie des Bronzés Fonds du Ski. Et pendant qu'ils écrivaient la pièce, ils jouaient quand même au théâtre le soir, Amour, coquillage et crustacés, qui allaient devenir les Bronzés. En fait, tout ça est très mélangé. Donc, Incroyable. ils écrivent la pièce pendant qu'ils jouent Amour, coquillage et crustacés. Ils tournent, ils commencent à jouer juste avant la sortie des Bronzés Fonds du Ski. Enfin, voilà, ils ont vraiment le vent en poupe. Les Bronzés, alias l'équipe du Splendide, viennent de présenter dans leur café-théâtre « Le Père Noël est une ordure ». Spectacle dont ils sont, comme d'habitude, à la fois les interprètes et les auteurs. Ce qui semble avoir fort impressionné la critique parisienne, beaucoup plus habituée à saluer une personnalité qu'une collectivité. Et dès le premier soir, c'est un succès énorme et surtout, ils entendent tout le monde rire. Et ils se disent, c'est génial. J'ai pratiquement terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Je trouve ça complètement inutile, Pierre. C'est tout la Croix-Rouge. Ça, il me demande de faire des gants à 3 doigts. Et la pièce marche tellement bien que peu de temps après, ils décident de prendre un grand théâtre, un vrai théâtre. Ça sera leur premier vrai théâtre. C'est à la Gaîté-Montparnasse. Et Marianne dit, c'était génial. Il y avait des fauteuils rouges, il y avait un rideau, il y avait une scène. On avait des loges à notre nom. On n'avait jamais eu ça. Donc et la pièce a un succès énorme. C'est roulé à la main sous les aisselles. Reiser leur avait fait une affiche à la Reiser avec un personnage et dans la haute une jeune fille seins nus qui avait l'air tout ébouriffée. Ils n'auront pas le droit de l'afficher ni sur les colonnes Maurice, ni en ville en fait, et ils peuvent pas afficher les affiches parce que on dit que c'est pas possible, qu'ils s'en prennent un mythe de l'enfance. Et sur le film, ça sera d'ailleurs pareil. Donc très vite, vu le succès de la pièce, ils ont des tas de demandes d'adaptation au cinéma, mais ils refusent, ils veulent d'abord profiter du succès de la pièce elle-même, et puis après, de la captation vidéo qu'a eu l'idée de faire Yves Rousset-Rouard, qui est un des premiers à lancer les cassettes vidéo, si bien que la pièce continuera à exister alors qu'elle ne sera plus à l'affiche, et préparera le succès du film, en fait. Il y a des discussions sur la production. Est-ce qu'il garde Yves Rousset-Rouard? Est-ce que c'est Christian Fechner qui est intéressé? Clavier leur propose même, sur les conseils de Fechner, de produire eux-mêmes le film. Finalement, ils ne vont pas le faire. Ils vont garder Yves Rousset-Rouard, qui est l'oncle de Christian Clavier, mais ils vont être pour la première fois coproducteurs du film. Quand il s'agit de l'adaptation,
Très vite, ils disent que Patrice Lecomte est hors course, puisque lui-même, après Les Bronzés font du ski, a dit qu'il voulait faire un peu cavalier seul et travailler avec Michel Blanc et que c'est pas tout à fait le même comique. Et en revanche, s'impose très vite Jean-Marie Poiret, d'abord parce que Balasco a déjà travaillé avec lui, Junio également, et Balasco est même en train d'écrire avec lui Les hommes préfèrent les grosses. Mais qu'est-ce qui te prend? Je te quitte. Hein? Je te quitte. Et en plus, Jean-Marie Poiret, c'est un client idéal pour eux. Il vient les voir de multiples fois, il rigole aux éclats, ça les fait rire tout le temps, il aime la comédie, il aime les acteurs de comédie, mais il est très exigeant. Donc il dit, moi je veux bien, mais il faut en faire du cinéma. C'était du théâtre, il faut en faire du cinéma. Donc il faut essayer un peu de sortir de l'appartement, même si le point de départ, c'est vraiment tous ces gens qui viennent dans l'appartement. Mais du coup, on va avoir droit au bidonville, enfin à la caravane de Félix et Zézette. On va avoir droit à la pharmacie. J'arrive, bijou. Il les emmerde un peu quand même sur l'écriture. Il est très exigeant. Ils sont jamais d'accord sur la fin. Et puis finalement, ils décident. C'est sans doute une idée de Marianne qui en tout cas, l'assume parce que les autres n'aiment pas beaucoup la fin. C'est elle qui a l'idée qu'ils aillent jeter au lion et au tigre les morceaux du réparateur d'ascenseur qu'ils ont tué par inadvertance et découpé en morceaux après pour cacher le corps. Enfin bon, là, je ne peux pas tout vous raconter d'un seul coup, mais ce qui est amusant, c'est qu'au moment où il crée la pièce, Clavier, lui, il joue il tourne Je vais craquer de François Leterrier, d'après la bande dessinée de Lausier. Donc, c'est pas lui qui crée Katia, c'est Roland Giraud. Et lui, il découvrira la pièce vraiment terminée et jouée sur scène, et il n'en revient pas de l'énergie de ses compagnons et tout ça. Et donc, quand il aura fini le tournage, il rejoindra la pièce. Et au début, c'est Junio qui devait jouer Katia. Et lui, il dit, c'est pas possible, je suis obligé de me raser ma moustache, et si je rase ma moustache, ma femme me quitte. Donc, je ne veux pas faire Katia. Et du coup, c'est lui c'est Junio fera Félix et Clavier fera Katia. Balasco, elle aurait bien aimé jouer Zézette, mais Marianne le défend tellement en disant, moi, jusque-là, j'ai joué des espèces de petites minettes et tout ça, j'ai envie d'autre chose. Et donc, et ne pouvant pas jouer Zézette, et comme en plus, elle écrit déjà Les hommes préfèrent les grosses avec Poiret, et qu'elle joue Bunny's Bar le soir, elle décide de ne pas jouer dans la pièce. Et quand arrive le film, il est impensable qu'elle reprenne le rôle d'Anémone. C'est pas possible. Anémone a fait un tel personnage qu'on ne peut pas reprendre le rôle d'Anémone. C'est elle pour toujours. Pareil pour Marianne et Zézette. Donc, ils inventent le personnage de Madame Musquin. Mais comme ils veulent pas réécrire toute la pièce, donc ils essayent de limiter au maximum les interactions de Madame Musquin avec les autres personnages. D'où l'idée de la coincer dans un ascenseur. Je m'excuse de vous déranger, mais il y a votre amie qui est coincée dans l'ascenseur. Et ça fait 1 heure qu'elle joue de la trompette. Et elle a pas mal de scènes où elle est toute seule d'ailleurs, ce qui fait que c'est plus simple pour... voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que... je ne sais pas, continuons. Et puis, Non, mais c'est passionnant, moi j'adore. Quand T'es allé la voir la pièce, Jean-Pierre? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah. Oui, oui. Moi, c'est Marc Esposito qui m'avait emmené voir Amour, coquillage et crustacés, qui est la première pièce de que j'ai vue. Et ça, on les connaissait pas à l'époque. On est juste allé en tant que spectateur. Et en fait, on les a rencontrés, enfin Marc les a rencontrés au moment du tournage des Bronzés, et moi j'ai dû les connaître au moment je pense, peut-être des Bronzés font du ski. En tout cas, j'étais allé voir la pièce. Alors je ne crois pas y être allé rue des Lombards. En tout cas, je suis sûr d'y être allé à la Gaîté Montparnasse, mais peut-être que j'ai vu les deux, parce que j'ai l'impression que j'y suis allé plusieurs fois quand j'avais des copains qui passaient, on allait la voir, tout, c'était incroyable. Katia, je suis ravi. Pierre Mortel, c'est très amitié. Joyeux Noël. Ah oui, évidemment, vous êtes surpris. Non, pas du tout. Écoutez, je vous assure, toutes sortes de gens nous appellent ici, figurez-vous. Regardez, la semaine dernière, j'avais un communiste à l'appareil, c'est pour vous dire. J'ai lu, Jean-Pierre, qu'ils n'étaient pas sûrs effectivement du ton et comme tu disais, ils pensaient que ça ne leur plairait qu'à eux, et qu'en voyant tout d'un coup des comédies italiennes comme Affreux, sale et méchant ou Les Nouveaux Monstres, dont on
sent effectivement l'influence avec toute cette cour des miracles, ces frics, si tu veux. Ça les a un petit peu libérés et ils ont trouvé le ton, en fait, Oui, enfin, ils revendiquaient vraiment leur source d'inspiration, notamment dans Affreux, les méchants, mais aussi Ouais. dans Les Nouveaux Monstres. Ils étaient fous de la comédie italienne. Et Ouais. comme ils disent, Et pour cause. enfin, on nous montrait dans la comédie italienne, et notamment dans Affreux, les méchants, qu'on pouvait se moquer des pauvres. Donc, à la fois, on se moquait des faux culs bien pensants, hypocrites et tout ça, qui faisaient la charité avec une espèce de, comme ça, de distance, et en même temps des pauvres. Mais c'était un peu le Absolument. salut pauvre de Marcel Aimé. Et joint les deux. Mais d'ailleurs, il y a une C'est vrai. l'idée même de Zézette enceinte. Marianne dit que ça vient de la dernière image d'Affreux les méchants, qui se Waouh. finit par cette jeune fille enceinte, Ils étaient, ouais. pauvre et abandonnée de tous, quoi. Ouais, mais il paraît que Marianne Chazelle a dit qu'elle avait trouvé le personnage une fois qu'elle s'était fait mettre cet étrange et étonnant dentier, puisque tout d'un coup, c'était plus elle, et elle était devenue Zézette avec cette prothèse dentaire. Alors tu vas voir. Voilà. Oui, c'est mignon. Ça c'est Josette, c'est pas dire qu'elle a ça dans la bouche, c'est parce qu'elle vient à quelqu'un d'autre, quoi. Et ça c'est formidable. C'est ça. Elle dit qu'elle cherche comment travailler le personnage et qu'elle a l'idée de la faire zozoter et parler très très fort parce que dans ce milieu-là, pour se faire entendre, il faut parler fort, dit-elle. Ouais. Et donc elle va voir son dentiste et elle lui demande une prothèse en fait avec une dent en or, dit-elle, et que dès qu'elle met la prothèse, en fait, elle est quelqu'un d'autre et elle est. C'est Et ce qui est extraordinaire. amusant, c'est que l'idée de la cagoule qu'elle a pendant tout le film quasiment, c'est une idée de Balasco, parce que pendant les représentations au théâtre, comme ils tournaient quand même de plus en plus les uns et les autres, en fait, ils se remplaçaient les uns et les autres. Donc, à un moment donné, Balasco a remplacé Chazelle, et c'est elle qui a eu l'idée de la cagoule et que Marianne a gardé. Et juste pour la petite histoire, à un moment donné, Tony Marshall a remplacé Anémone, je crois, ou non, elle a remplacé, je sais plus. Oui, si, je crois qu'elle a remplacé Anémone. Voilà. Étonnant. Non, non, Anémone, elle a jamais été remplacée, pardon. Elle a remplacé Zézette, elle aussi, en fait. Voilà. Bah justement, Jeff, tu vas nous parler un petit peu du casting, et en particulier, parce qu'on va pas faire tous les membres du Splendide, on en a déjà parlé au moment de Papy fait de la Résistance, mais tu vas nous parler de cette extraordinaire actrice avec un nom de fleur, dont Jean-Pierre vient de parler, Anémone. Anémone. Ouais. Ouais. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Pierre sur Affreux, les méchants, dans le film Scola, il y a aussi le fait que, à un moment donné, je crois qu'il y a la mère qui découpe des abats, tu sais. Donc ça aussi, ça leur fait un truc. Et la petite dont parle Jean-Pierre, l'adolescente, là, je crois que c'est Lisetta qu'elle s'appelle, qui est enceinte, elle a des bottes jaunes. Et le chandail de Zézette est jaune aussi, donc je pense que c'est un petit clin d'œil. Oui, donc on va parler d'Anémone. Alors Anémone qui fait pas vraiment partie de l'équipe du Splendide, comme Lavanant ou La Mode, c'était des personnages un peu satellitaires, tu vois. Vous faisiez pas partie de la troupe du Splendide avant? Ah non, mais j'en fais toujours pas partie, je suis une extra. Donc Anémone, née Anne-Madeleine Louise Bourguignon, le 9 août 1950 à Paris. Voilà. Et elle a commencé sa carrière au café-théâtre, mais avec Martin Lamotte et Lanvin en 75 dans la salle qui s'appelait La Veuve Pichard, voilà, qui était une ancienne menuiserie. Et en fait, c'est son pseudonyme du premier film qu'elle a fait avec Philippe Galland, qui s'appelait Anémone. Philippe Galland d'ailleurs qui a fait la captation de la pièce de théâtre, voilà. Et c'est Coluche qui lui offre son premier grand rôle, qui est bon, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, voilà. Donc en 79, comme l'a dit Jean-Pierre, elle participe à la pièce, mais elle participe pas à l'écriture. C'est pour ça que le clash qu'elle va avoir plus tard. Alors elle a apporté quelques petits dialogues, mais c'est pas parce que tu as porté 3-4 dialogues dans un film que tu peux dire que tu es auteur de la pièce quand même, voilà. Et dans les années 80, vraiment, elle va connaître un grand boom et ça elle va devenir une actrice très populaire. Donc on l'a vu évidemment dans le Je vais craquer de Lausier, dont a parlé Jean-Pierre tout à l'heure. Après, elle a fait pas mal de petites comédies à la française. Donc il y a Ma femme s'appelle Revient, Les Babacools, Pour Sans prix que t'as plus rien, Le quart d'heure américain, Le mariage du siècle, dont elle écrira le scénario. Et aussi, elle va montrer qu'elle peut tourner aussi avec d'autres réalisateurs. Dans Péril dans la demeure, elle joue un second rôle assez étrange de Michel Deville. Elle a joué dans I Love You de Marco Ferreri. Et elle va rencontrer son grand rôle dans le film de Jean-Louis Hubert, Le Grand Chemin, pour lequel elle obtiendra un César. Alors, elle va pas venir le récupérer. Enfin, elle va venir sur scène, mais elle va pas le récupérer. Elle va faire une déclaration d'amour à Richard Anconina, parce qu'elle dit Richard Anconina, si tu es devant ta télé, je t'aime. Et puis elle va partir de la scène en laissant son César volontairement. Voilà. Alors c'est une fille qui a toujours été un peu en marge du métier, un peu en marge du système. Dans les années 90, elle fait un très beau film de Christine Pastel qui s'appelle Le Petit Prince Hadi. Et elle va tourner pas mal avec Tony Marshall, dont on a parlé tout à l'heure, dans Patrick Catholique et Enfant de salaud.
Et elle va se rabattre vers le théâtre. Elle va jouer dans l'Avare de Planchon. Et puis, elle fera sa dernière pièce en 2017. Et en 2017, elle annonce la fin définitive de sa carrière. En fait, elle a un cancer dont elle va mourir le 30 avril 2019 à l'âge de 68 ans. Cancer du fumeur, voilà, cancer du poumon. C'était une fumeuse invétérée. Et voilà, les obsèques ont lieu le 9 mai à Poitiers. Petite rectification, si Ouais. je peux me permettre. Ah oui, oh là là, j'ai dit une bêtise. Anémone, c'est pas Philippe Galland, c'est Philippe Garrel. Bravo. À l'époque, elle est avec Philippe Garrel et il tourne une sorte de moyen métrage, je crois, qui s'appelle Anémone. Et, Oui, je restais galant, moi, merde. non, Désolé. C'est Philippe Garrel qui montre aussi d'où elle vient. C'est-à-dire quand tu disais qu'elle avait été toujours en marge et tout ça, et effectivement, eux, ils la connaissent depuis longtemps, depuis La Veuve Pichard, avec Martin Lamotte et tout ça. Donc ils font partie, ils sont nés quasiment en même temps au Café Théâtre. Et effectivement, elle leur en voudra beaucoup. Elle fera pas mal de déclarations publiques en disant que elle s'est faite un peu avoir, qu'elle touche pas de droit d'auteur, tout ça. Ouais. Et en même temps, elle n'a jamais fait partie officiellement de la Société du Splendide. Et Ouais. comme ils disent, et comme tu l'as dit, effectivement, elle a sans doute rajouté des répliques ici ou là, mais comme beaucoup d'acteurs font sur les tournages, ça en fait pas des auteurs pour autant, quoi. Voilà. Et ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, les rapports seront plus compliqués par la suite, mais tous, vraiment tous, quand ils parlent du Père Noël, ils louent le génie d'Anémone et Extraordinaire. l'incroyable création qu'elle a faite et qui reste, oui, iconique, quoi, quasiment. Si, monsieur, parfaitement, c'est très clair, je vous suis parfaitement. Écoutez, Pierre, je suis avec un pauvre garçon incapable d'aligner 3 mots cohérents, alors... Merci, sympa. Il a raccroché. Ah oui, et puis elle était capable, elle avait une palette très énorme, parce que tu as parlé de tous ces films qu'elle a fait, elle était très émouvante, et tout d'un coup, d'un comique extraordinaire. Moi, elle me fait parfois même penser à une espèce de Shelley Duvall française, cette espèce de côté très particulier qu'elle avait, et qui fait qu'elle elle était très unique et magnifique. Mais moi, j'avais vu la captation, j'ai pas eu la chance, comme toi, Jean-Pierre, de voir la pièce de théâtre, mais j'ai vu la captation avec mon frère quand on était petit, et on connaissait par cœur chacune des répliques. C'est tellement culte que chacune des répliques, tu restes avec toi toute la vie, quoi. Par souci d'économie. Alors, quand Jean-Marie Poiré vient pour faire l'adaptation, il a beaucoup d'ambition. Il veut vraiment faire un vrai film de cinéma. D'ailleurs, dans la narration, dans le dynamisme, je trouve qu'il apporte énormément Poiré. Là où le film de Lecomte, on adore les bronzés, hein, mais c'était des petites scénettes, on va dire, enchaînées dans les bronzés. Et là, Poiré, il veut quelque chose de différent. Et Yves Rousset-Rouard, qui évidemment, en tant que producteur, vient à l'économie, il dit, mais j'ai gardé tous les décors de la pièce, etc. On a juste à rajouter un 4e mur, quoi. Tu vois, en gros, on a tout, on n'a pas besoin de faire de dépenses. Et un exemple, par exemple, un ou 2 jours avant le début du tournage, Poiré arrive sur le tournage, sur le plateau, c'est tourné en studio, et il voit 2 vieux téléphones noirs en bakélite. Il dit non, il faudrait mettre des téléphones plus modernes, parce que le téléphone, c'est quand même leur objet au quotidien, il ne faut pas prendre un vieux truc des années 60. Ouais. Il a vu au drugstore publiciste 2 téléphones vachement modernes. Il dit, ouais, vous me les changez. Bon. 2 jours après, premier jour de tournage, il arrive et il voit que c'est toujours les 2 mêmes téléphones. Et là, le producteur exécutif, il dit, non, en fait, on n'a pas le budget pour ça. Et le producteur a dit que ça sera très bien comme ça. et là, Poiré prend les 2 téléphones et les balance contre les vitres du décor. Il explose les carreaux. Il dit, bah, tu diras au producteur qu'on va prendre du retard parce que je tournerai pas tant que j'ai pas mes 2 téléphones. Et il demande à Widiol de reconstruire les trucs. Lors de la pause déjeuner, il revient et il voit qu'ils sont allés acheter les 2 téléphones. C'est-à-dire que Poiré, d'entrée de jeu, parce que comme l'a dit Jean-Pierre, il a eu du mal à imposer certaines idées, surtout à Junio et à l'ermite. Et même Balasco le prévenait en disant, lève un peu le pied, mon gars, parce que là, ils sont en train de te les mettre à dos. Parce que déjà, il y avait une connexion entre Poiré et Clavier. Et Poiré a voulu développer le personnage de Katia, qui n'était pas vraiment développé dans la pièce, parce que Clavier n'avait pas vraiment joué la pièce, parce que c'était Roland Giraud. C'est toujours pareil, hein, ça, quand on n'est pas une grande connasse à mai 75, avec des seins comme des obus, alors on n'est rien, on n'est que moche. Et il a bien fait, parce que le personnage est très, très émouvant, on va revenir, mais je trouve que c'est une des plus belles performances de la carrière de Clavier. Et donc, ça, ils étaient un peu contre. C'est ce qu'avait fait Patrice Lecomte avec Michel Blanc sur Les Bronzés fonds du ski. Ça les avait un peu emmerdés quand même, parce qu'il y en avait un peu que pour Jean-Claude Duss dans Les Bronzés fonds du ski. Et ils voulaient pas que ça se reproduise sur le Père Noël, qui était aussi leur bébé, quoi. Voilà. C'est Poiré qui a eu l'idée de rendre le personnage de Katia un peu émouvant, et notamment quand il enlève sa perruque. Merde! Eh ben, elle est pas gênée, celle-là, elle a foutu sa moumoute dans les huîtres. Et le gros plan sur Clavier, les yeux pleins de larmes, est incroyable. Au milieu de ce film qui est totalement délirant, il y a un plan
de Clavier maquillé sans perruque. Mais comme Rafik Clavier, il dit en même temps, c'était le Père Noël et c'était le Splendide. Donc il y a la phrase de ZZ qui dit non, mais la folle Il a dingue acheté là, sa qui moumoute dans envoie les sa huîtres. moumoute dans les huîtres. Donc voilà. Mais effectivement, Rousserroir serrait les boulons. Mais il faut quand même dire que le décor était incroyable. C'était un décor d'appartement immense. Et ils avaient quand même fait une cage d'ascenseur de 3 étages. C'est horrible! Vous allez vous faire broyer! Appuyez sur le bouton! En studio. Donc c'était quand même parce que c'était impossible de bloquer un ascenseur dans un immeuble haussmannien pendant 3 semaines. Donc ils avaient quand même construit une cage d'ascenseur de 3 étages. Donc c'est quand même, ils ont un peu mégoté, mais quand même. Pour finir avec le personnage de Clavier, le plan où l'ermite ainsi dit, ça n'est pas mon ami, ça n'est pas mon ami. Le plan que fait Poiré sur Clavier, il est juste magnifique. Il a les larmes aux yeux et c'est hyper touchant. Et dans cet appartement, tu parles d'ascenseur, ils sont au dernier étage, au 5e étage. Et c'est étrange parce que lorsque Prescovic débarque, il vous dit, je vous ai descendu quelques... Ben, il n'a pas pu descendre. Parce que même à un moment donné, on le voit monter, Prescovic, dans l'ascenseur. Donc, c'est un petit bug. Moi, j'ai toujours dit, même eux, quand ils en parlent, ils disent le voisin du dessus. Mais en fait, dans le film, on dit souvent qu'il monte. C'est-à-dire, il y a les deux. Il y a à la fois... Des fois, il monte. Et vu qu'il n'y a rien au-dessus, effectivement, il ne pouvait pas descendre. Clavier est absolument bouleversant et extraordinairement hilarant. Il m'a presque fait penser à un personnage à la Almodovar. Il y a une modernité quand même dans ce qu'il fait qui est extraordinaire. Non, mais j'ai descendu, c'est pour la Noël. Je vous ai apporté, c'est un cadeau de mon pays. Pour parler de Prescovic, est-ce qu'il s'est inspiré de Andy Kaufman qui avait créé ce personnage de l'étranger, tu sais, d'Europe de l'Est? Je crois pas, non. Je crois que ça vient vraiment de Balasco. C'est-à-dire qu'elle-même est d'origine yougoslave et ils disent qu'ils se sont aussi inspirés d'amis, entre guillemets, de la mère de Balasco, qui était souvent borderline, qui était totalement azimuté, qui les menaçait, qui faisait du chantage affectif. S'il leur donnait pas je sais pas quoi, il menaçait de se suicider. Enfin, ça vient beaucoup, beaucoup de Balasco. Et Moineau raconte que dans le film, pas dans la pièce, il décide qu'il ait un accent d'Europe de l'Est. Je vous présente toutes mes confuses. Et vous confuse? C'est ça, il l'avait pas dans la pièce, ouais. Non, il l'avait pas dans la pièce. Et du coup, il fait enregistrer tous ses dialogues par un acteur russe et il les écoute sans arrêt pour prendre l'accent et son personnage, c'est devenu un personnage culte et c'est vraiment la grande performance de Bruno Moineau. Oh, de dessert, c'est une bûche? Non, c'est Klug. Ah non! Ah non! Non, 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 non! Quand on fait des signatures du livre, vraiment, il ne lui parle que des toubichou et des... voilà. Et les gâteaux, c'est à la fois inspiré des gâteaux que ramenait Josiane quand elle partait en Yougoslavie voir sa famille, et aussi, paraît-il, de la concierge de l'ermite qui était yougoslave et qui lui donnait à chaque fois des gâteaux immangeables au moment de Noël. Il paraît que Dubichou, ça veut dire petit cul en croate, j'ai lu. C'est ce que dit Josiane. C'est ce que dit Josiane. Et Bruno Moineau, en fait, avait un tout petit rôle dans le film et dans la pièce parce qu'il était régisseur en même temps. Donc, il fallait qu'il rentre de temps en temps sur scène et qu'il ressorte. Et le compagnon de la mère de Balasco, dont a parlé Jean-Pierre, s'appelait André Press. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pris la de Press pour Prescovic. Ouais. C'est ça. Mais c'est l'ancêtre de Borat aussi. C'est vrai que c'est un personnage iconique dont on se souvient pour toujours. Et c'est ça, comme tu disais, c'est la grande performance. Alors, Jeff, tu vas nous parler toujours du casting et peut-être un petit peu de Jacques François qui accepte de jouer gratuitement. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, c'est Klug. Gratuitement parce qu'il trouve que le cachet que lui propose Rousserroir est indigne de son statut. Donc il dit, plutôt que de gagner des bricoles, autant le faire généreusement pour rien. Grand seigneur. Voilà, grand seigneur. Magnifique. Et en fait, Jacques François adorait les pièces du Splendide. Et donc, il va aller voir les acteurs en disant « Je veux tourner avec vous », donc à l'époque d'Amour, Coquillage et Crustacés, et même à l'époque du Père Noël. Sauf que lui, c'était une grande vedette de théâtre. Donc, quand il allait au cinéma, il avait un cachet assez conséquent. Alors, on a parlé de sa carrière la dernière fois, mais je vais raconter 2-3 anecdotes. Donc, évidemment, il dit que le cachet que me propose, ce qu'a dit Jean-Pierre, est insultant. Je ne tente pas pour un pourboire. Et votre producteur est un Jean Foutre. Ça, ce sont les mots de Jacques François, évidemment. Il a volé la réplique
en fait, la réplique, mais c'est de la merde, c'est une scène coupée de Martin, enfin une scène qui n'a pas été tournée de Martin Lamotte, parce que Bruno Moineau, enfin Prescovic, lui propose des petits gâteaux, il les mange, il fait, mais c'est de la merde votre truc. Et Jacques François, en lisant le scénario, il fait, non, mais cette scène-là, je la veux, cette réplique-là, donc il la ramène dans la pharmacie, cette scène-là. Il y a deux, trois scènes qui sont assez drôles dans la carrière de... Il le regrettera peut-être plus tard parce qu'il disait, avec toute la carrière de théâtre que j'ai J'allais le fait... dire, oui. Ah, pardon, vas-y. Ouais, bon, comme l'a dit Jean-Pierre, c'est vrai que c'est un mec qui a joué du Pinter, etc. Et un jour, il dit à Jean-Marie Poiret, mais c'est fou parce que ta réplique m'a foutu dans... On ne me parle que de ça, en fait. Je joue du Pinter et dans la salle, j'entends les gens qui disent, c'est de la merde, mais c'est de la merde. Alors qu'il était quand même capable de faire autre chose. En plus, il est venu tourner gratuitement cette séquence-là. Mais c'était un monsieur qui était assez... je vous racontais deux anecdotes. Il va manger au restaurant sur une péniche avec Clavier, Marianne Chazelle et Poiret. Et c'est un restaurant où il avait ses habitudes. Et lorsqu'on arrive, le serveur lui dit non, on ne sert pas. On ne sert pas, on va fermer. Et là, il fait, mais je suis Jacques François. Le serveur fait, ben, je ne connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. Et là, il commence à péter un câble, à faire une esclandre. Et là, le patron arrive. Et Jacques François dit, votre serveur, votre barman, même pas il a reconnu Marianne Chazelle et Christian Clavier. Il ne dit pas qu'il n'a pas reconnu lui, évidemment. Et sur le tournage, parce que systématiquement, Poiret le prenait sur ses films, et sur le tournage de Twist Again à Moscou, donc tourné là-bas dans les pays de l'Est, lorsqu'il arrive à l'hôtel avec Bernard Blier, leur voiture se retourne, fait un tour d'eau dans la neige, donc ils n'ont rien, mais ils sont obligés de ressortir de la bagnole avec leur bagage et marcher dans la neige pendant des kilomètres pour arriver à l'hôtel. Et arrivé à l'hôtel, donc Bernard Blier, qui était quand même un grand acteur au cinéma français, va dans sa chambre, sa belle chambre, et lui, Jacques François, est à l'annexe. Il n'est pas dans l'hôtel. Et donc, il est assez vexé. Et tout le long du tournage, il y a Bernard Blier qui va le chambrer en disant, oui, de toute façon, l'annexe, c'est pour les acteurs c'est les seconds couteaux, les acteurs de second rôle. Donc, tu es à ta place, en fait. Et Jacques François, en fait, il avait fait une grosse carrière à Hollywood. Il avait commencé par ça. Un jour, il tourne un film avec une grande actrice. Et il doit l'embrasser. Alors, il n'ose pas trop l'embrasser. On l'explique qu'il faut embrasser en bas du menton. Et il y va vraiment. Et la fille perd son bridge. Et il avale le bridge de l'actrice. Et il lui rendra le lendemain, évidemment, mais il a avalé le bridge de l'actrice. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le grand Jacques François quand on avait déjà parlé. Ça pourrait être une scène du Père Noël. Hein. Ouais. Mais même, tu sais, à propos du Père Noël, on parlait des personnages, comme a dit Jean justement, c'était des personnages. Chaque personnage, on pourrait faire un film sur chacun des personnages, tu vois. Vous n'êtes pas une ordure, n'est-ce pas? Mais là, c'est un grosse conne! Ah, il m'a niqué le pied! Tellement qu'ils ont sur leur vécu, sur leur passé. Et d'ailleurs, tu vois, quand ils ont fait 20 ans, il y a 20 ans de ça, quand ils ont fait Les Bronzés 3, eh bien, j'aurais préféré qu'ils fassent une suite au Père Noël, savoir qu'est-ce que ces personnages sont devenus 30 ans plus tard, tu vois. Ouais, et je pense que la force, c'est de pas décliner, justement, de pas diluer tout ça en faisant des prequels. Oui. Et je leur suis très reconnaissant de n'avoir fait qu'un très grand film et de pas avoir essayé d'exploiter le truc. Ouais, mais déjà, c'était Jean-Marie Poiret. Et surtout, les personnages sont beaucoup plus intéressants que ceux des Bronzés. Tu vois. Et ça aurait pu, voilà, moi, à choisir entre Les Bronzés 3 ou le Père Noël 2, j'aurais préféré un Père Noël 2. Voilà. Bon, c'est juste. Mais j'ai lu, Jean-Pierre, que les critiques étaient assez divisées à la sortie. Par exemple, les cahiers du cinéma n'ont pas du tout été fans, tu vois. Et en fait, le score a été entre Les Bronzés et Les Bronzés font du ski à peu près. C'est ça. C'est-à-dire, ils ont fait pas aussi bien que Les Bronzés, mais un peu mieux que Les Bronzés font du ski. Et là encore, comme pour Les Bronzés, c'est à la fois les cassettes vidéo, qui étaient très friands rousserroirs, mais à juste titre, et ils le reconnaissent tous, et les diffusions télé qui en ont fait un film culte, puisqu'à chaque diffusion télé, un peu avant Noël, les audiences étaient incroyables. Et donc, tout ça a entretenu le culte, même aujourd'hui. C'est vrai que pour notre génération, c'est grâce à la VHS d'Yves Rousserroir, parce que RCV, c'était une boîte d'Yves Rousserroir, et notre génération a découvert vraiment le film, parce que nous, on ne l'a pas vu en salle ni au théâtre, grâce à la VHS du film. Voilà. Et puisque tu montes l'affiche, là, sur la jaquette, en fait, là encore, pour le film, ils ont été interdits d'affichage. C'est-à-dire que alors que l'affiche est très, très sage par rapport au dessin de Reiser de la pièce, la RATP n'a pas voulu afficher l'affiche du film sur les bus et dans le métro,
parce qu'il disait qu'on portait atteinte à un mythe de l'enfance. Et d'ailleurs, sur le tournage, ils se sont très vite rendus compte que pour avoir des autorisations, tout ça, le titre faisait peur à tout le monde, et que du coup, le tournage s'est fait sous le titre Les Bronzés fêtent Noël. Et le premier titre qu'avait trouvé Josiane Balasco, les autres étaient, paraît-il, consternés, c'était Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. C'est ça que je voulais te demander. Et du coup, les autres ont dit non, c'est pas possible. Et quand on faisait un peu la promo du livre, là, Le Splendide par le Splendide, l'ermite a dit en même temps, il faut être sacrément habile pour faire ça, pour se tirer une balle dans le cul. Donc, et il y a même des distributeurs belges qui ont changé le titre et qui ont mis soit Les Bronzés fêtent Noël, soit il y en a d'autres qui ont modifié un peu. Il y avait le Père Noël est presque une ordure. Ou le Père Noël, mais pas le vrai, est une ordure. Et Junio raconte qu'il y a même eu un exploitant qui a mis le Père Noël et point de suspension. Et il dit ça, c'est encore pire parce qu'on peut imaginer toutes les perversions Mais c'est vrai que ça a été compliqué pour trouver des partenaires commerciaux. Et est-ce que tu as vu, toi, Jean-Pierre et Jeff, vous avez vu le remake qui est pas terrible, qui s'appelle Mixed Nuts par Nora Ephron? Non. Non, j'ai jamais vu. Ouais, ben c'est comme le remake du Dîner de con, c'est affligeant, donc tu peux pas tenir plus de 20 minutes. Pour en revenir à l'affiche, c'est Jean Solé qui avait fait l'affiche, et il s'est inspiré de la pub des chocolats Meunier, cette petite gamine, tu sais, qu'on voit de dos en train de peindre. Et Jean Solé était aussi connu pour avoir dessiné le personnage du Guide du Routard. Et d'ailleurs, dans un de ses derniers films, Clavier, un film qui s'appelle Le Routard, joue un ancien Guide du Routard. Tu vois, ça fait un petit... Je trouve que la lumière du film, pour revenir au film de Jean-Marie Poiret, est très très belle. Au début, on commence dans les rues de Paris avec cette espèce d'ambiance de Noël. Et il y a une grande tradition de Père Noël crapuleux qu'on retrouve dans Un fauteuil pour deux avec Dan Aykroyd ou Bad Santa, tu sais, avec l'extraordinaire Billy Bob Thornton. Et Junio, il est extraordinaire dans son personnage parce qu'il est monstrueux. Mais c'est normal ça, quand elle fait des bêtises, je la corrige, c'est l'amour. T'es pas en sucre, non? En fait, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. T'as pas un personnage auquel on peut véritablement s'identifier. C'est tous des horribles. Non, c'est chouchou que je veux, pas la moche. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est différent. C'est de prendre le contre-pied du cliché. Mais les premières scènes dont tu parles, elles ont été tournées en caméra cachée. Non, c'est pas pour les enfants, par toi là, je suis pas là. Non, tu me lâches un peu. Ils n'ont eu aucune autorisation des grands magasins. Aïe! Ils étaient cachés dans des espèces de vannes, les figurants, les acteurs et l'équipe technique. Ils sortaient au dernier moment. Et il y a même un vrai Père Noël, pardon. Il y a même un vrai Père Noël qui est venu voir Junio en lui disant non, pardon, c'est pas un vrai, c'est un mec qui n'était pas engagé par les grands magasins et qui lui-même jouait le Père Noël. Il lui disait il faut faire gaffe parce que les Pères Noël officiels, ils appellent les flics. Et on peut se faire arrêter pour travesti sur la voie publique. Wow. Et Junio raconte qu'à un moment donné, entre deux prises, il en avait marre de retourner dans le van, tout ça, donc il se met un peu à l'écart, il baisse sa barbe et il se met à allumer une cigarette. Et là, il se fait insulter par une vieille dame qui dit « Mais c'est pas possible, quel modèle vous donnez aux enfants ?» tout ça. Et quand même, quand il joue le Père Noël, où c'est tourné vraiment en scène volée, il distribue quand même des tracts pour un spectacle de striptease. J'essaie de gagner ma croûte, on m'empêche de travailler, monsieur là. Je sors de prison, mais j'ai payé ma dette à la société. Dans son dos, il a la hotte où il y a striptease à Pigalle. Donc les gens sont quand même un peu étonnés quand même. Et le chef-op, puisqu'on parlait de la lumière, c'est Robert Al-Azraqui, qui est un peu au début de sa carrière et qui après travaillera beaucoup avec Lelouch, avec plein de gens. Poiret dit qu'il a beaucoup soigné la lumière en changeant un peu la lumière de la pièce générale des autres scènes pour montrer que c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Un soir, lors de la pièce de théâtre, quand il jouait, Junio venait d'être papa, parce que le 2 décembre 80, sa femme a donné naissance à Arthur Junio. Et un jour sur scène, donc la femme de Junio vient voir la pièce et ils font un petit happening à Junio sans le prévenir. C'est-à-dire qu'il y a Marianne Chazelle qui est sur scène, donc enceinte, et puis elle fait une réplique, elle fait « Je vais accoucher vite !» Et elle sort de scène. Alors Junio est plutôt surpris. Et elle revient avec le bébé de Junio, donc Arthur Junio dans les bras. Elle fait « Tiens, je viens de te livrer ton moutard ou ton chien, tout ça. » Et elle lui donne son vrai fils.
Et Junio est surpris. Voilà, donc c'était un petit happening qu'ils ont fait pour surprendre Junio. Ouais. Et la compagne de Junio à l'époque et la mère d'Arthur Junio, Cécile Magnan, c'était la costumière des Bronzés et de la troupe. Et elle a beaucoup travaillé sur les costumes du Père Noël. Et ce qui est amusant, c'est que aussi bien Junio que Jean-Marie Poiret racontent à peu près la même anecdote à propos de la tenue de clavier de Katia. Junio raconte qu'ils vont dans un magasin à Pigalle acheter une robe panthère, un soutien-gorge, tout ça, et que le vendeur les regarde d'un air attendri. Alors, eux, ils disent, on a beau dire que c'est pour un spectacle, ils nous regardent un peu comme si comme si on était ensemble. Et Poiret raconte exactement la même anecdote sur le film, en disant qu'il a accompagné Clavier dans un magasin de lingerie fine et que c'était un peu ambigu. Mais celui qui est extraordinaire aussi, c'est comme tous, c'est l'ermite. Pierre, quelqu'un est monté vous voir? Montez voir qui? Moi non. Parce qu'il est à la fois très beau et très drôle. C'est rare d'avoir à la fois la beauté physique et la vis comica. Et quand il a cette espèce de costume où il se fond avec le canapé, et ce gilet que tu portes, Jeff, d'ailleurs, on dirait plus, vu l'angle de caméra, on dirait un holster. Tu ressembles plus à Jean-Paul dans Peur sur la ville que dans l'ermite dans le film. C'est vrai, mais je l'offrirai à Jean-Pierre, promis. Mais l'ermite est extrêmement pervers en plus dans le film. Il est très branché sur le sexe et en fait, il essaie de cacher ce personnage derrière un personnage très prude. Comment pouvez-vous regarder une chose pareille? Et alors? Le lapin nous a bien regardé. Et ça, c'est très très drôle. Quand cet extraordinaire tableau avec ce cochon et Anémone, ça c'est un grand classique quand même. Il est vraiment l'ermite quand tu le vois. Tu penses que c'est un mec plutôt gentil, conciliant. Ben déjà, pour travailler sur SOS Amitié, il faut être comme ça. Mais quand même, il balance 2-3 punchlines homophobes, ça le pédale, etc. On voit sa vraie personnalité. Tu vois, donc c'est un pervers obsédé sexuel, on le voit un peu plus tard dans le film. Ah non. Oh putain de ta mère, salope, donne-moi ça. Quand il se coince le doigt dans le compteur électrique là et qu'il insulte Anémone, mais d'une violence incroyable, c'est à mourir de rire. Une vulgarité sans nom. Bien sûr, c'était sous l'effet de la colère, je ne le pensais pas. Et justement, il y a la contrepartie un peu plus tard, quand il soigne Clavier sur son pansement. Quand Clavier, il hurle aussi à un moment donné, il insulte l'ermite. Ça fait mal, hein, oui. Je sais, c'est insoutenable. Et Clavier vient s'excuser auprès de l'ermite, et l'ermite comprend, en fait, donc il a des sentiments. C'est le contre-champ du truc d'Anémone qui s'est passé juste auparavant, quoi, tu vois, lui aussi. Et derrière, il y a un moment très drôle, alors que très peu de gens voient dans le film, et c'est juste du visuel. Quand l'ermite fait le pansement à Clavier lui dit, vous faites bien les pansements, hein. Et là, l'ermite, il dit, j'ai 4 ans de secouriste derrière moi. Il fait comme ça. Et là, tu as Clavier qui regarde derrière lui. Vous faites bien les pansements. Hein. C'est malheureux. J'ai 4 ans de secourisme derrière moi. Jean, tu parlais de ce fameux tableau là du port avec Anémone. Il faut savoir que c'est Willy Holt, le décorateur qui avait fait aussi les affiches de Détresse Amitié. Willy Holt qui avait fait ce tableau. Et Willy Holt est un rescapé d'Auschwitz. Ah ben ça, c'est ce qui est écrit dans tous les trucs. Hein. Jean-Pierre, dis-moi. Ben, je te donne l'anecdote. Après, je te donne vas-y. Comme elle est dans les bouquins, peut-être que, mais c'est ce que j'ai. Je t'enverrai les photos. Willy Holt avait peint ce tableau. Et lorsqu'il était donc dans les camps à Auschwitz, comme il savait dessiner, on se servait de lui pour faire les panneaux d'indication. Et il faisait pas très bien la calligraphie allemande. Et il dit, mais je sais très bien dessiner. Et là, il y a un capot polonais qui lui donne une carte postale d'un village bavarois. Et Willy Holt va le faire en peinture et le mec va adorer. Donc, ce qui fait qu'il va rester, il va pas partir dans les camps de travail. Il va rester, on va dire, dans les papiers, on va dire, des chefs nazis. Et il va donc dessiner. Et ce clocher qu'on voit dans le tableau du Père Noël. Non, le village est gentil, là. Ce petit village en haut à gauche, c'est le même qu'il avait dessiné sur cette carte postale. À l'époque, lorsqu'il était... J'aime bien comme Anémone dit, le village est gentil. Et lui, il dit le délire de l'artiste aussi, tu sais, quand il parle du cochon, mais c'est fantastique. Comme je disais, toutes les répliques font mouche. Et il y a une très grande scène, c'est le slow. C'est un bon slow. Hein. C'est excellent, c'est excellent. Alors, il paraît que Guy Marchand n'était pas heureux d'être associé à dessiner parce que c'était un très grand jazzman professionnel, Guy Marchand, et on n'arrêtait pas de le ramener sur cette chanson, en fait. Au départ, ils ont filmé la scène, le son compris et tout ça, sur Pauvre Diable de Julio Iglesias. C'est ça, car dans le Caravane.
dans la caravane, et puis Zézette, elle porte le badge I Love Julio. Et en fait, ils n'ont pas eu les droits de Pauvre Diable. Et donc, ils ont décidé que c'était Destiny, comme en plus la musique était faite par Vladimir Kosma, qui avait écrit la musique de Destiny. Et d'ailleurs, il avait été question à un moment donné que Guy Marchand fasse un caméo dans le Père Noël. Et puis finalement, il a renoncé. Et il a accepté de céder les droits de Destiny, même si, comme tu dis, il était un peu énervé qu'on le rattache toujours à Ramène ça. tout le temps à ça, ouais. Mais il y a un autre acteur qui fait un caméo, c'est Charles Bronson. Hé, Charles Bronson! Arrête de m'appeler comme ça, papa, ça m'horripile. Hé, Bronson, avec nous! Puisqu'on surnomme tout le temps le clavier Charles Bronson, et on voit les deux affiches. Les deux Alors, affiches les créées deux par Willie affiches, Holt. Ouais. c'est ça, les deux affiches sont des fausses affiches créées par Willie Holt. Donc, Moi, dans moi, une, c'est quand même le Justicier dans la Non. ville numéro 2. Ouais. Et on voit l'évadé, non, le visuel sont les vrais, hein, Justicier dans la ville 2. je sais pas, L'évadé. moi, j'ai lu, enfin, j'ai Moi pas aussi. vérifié, mais j'ai lu que C'était Willie Willie Holt, Holt ouais. les avait refabriqués, quoi. Et par rapport au tableau, ce que tu disais tout à l'heure, Ouais. alors en fait, le tableau est pas le même dans la pièce que dans C'est ça. le film. Ça devrait vous plaire. Tenez, Thérèse, regardez. Celui de la pièce, il a été peint par Dominique Durand, qui était le graphiste du Splendide, qui a fait le logo, qui a fait les fresques, tout ça. Et celui de la pièce, moi, l'ermite, il m'a dit, mais ça veut pas dire que ton information est fausse, puisqu'il m'a dit, il a été fait par un mec de la déco. Ah ouais. Moi, je l'ai eu 2 fois, je crois que c'est dans... Et en tout cas, l'histoire du village, ça, Marianne me l'a raconté, en disant que le village était la copie du Étonnant. souvenir de Willie Holt à Auschwitz et tout ça, quoi. Mais je disais que tous ces personnages étaient horribles, mais en fait, ils ont une espèce de rédemption, c'est qu'ils deviennent petit à petit une espèce d'étrange famille reconstituée, tous. Ils se retrouvent les uns avec les autres, sauf Félix, bien sûr, qui est un peu le mal à l'état pur, jusqu'au moment où il scie le cadavre. C'est très hard, d'ailleurs, mais on est quasiment dans un film d'horreur, là, t'as vu? C'est Massacre à la tronçonneuse, quoi. Fous le camp! Méfiez-vous! Méfiez-vous! On voit jamais la scène, hein. On voit Ouais, c'est jamais vrai. rien. C'est On voit vrai, jamais rien. heureusement. On le voit plein de sang et on voit après les beaux paquets cadeaux où d'ailleurs on peut se demander où ils ont trouvé toutes les boîtes et tout le papier cadeau, hein. C'est vrai. Parce que dans leur cuisine, je sais pas s'il y avait tout ça, mais bon. Mais tu as presque ce côté arsenic et vieille dentelle, ou même Pulp Fiction, qui mélange l'horreur et la comédie de façon parfaite. Il y a pas une seule saute de ton, et on reste toujours dans le même film. Ça, c'est formidable. C'est des grands talents. Tu sais, tu parlais tout à l'heure, Jean, de l'accueil de la presse, mis à part Première, qui a fait des super papiers sur le film et 1 ou 2 bouquins. Il y a un journaliste qui avait la dent très dure contre eux, c'était Georges Marc Benamou, qui était un proche de Mitterrand. Et le mec, mais il avait détruit le film. Il avait dit, Travaillait à Claude. Ouais, ils ont 30 ans, ils sont ni beaux, ni vraiment intelligents. Ils sont passés à côté de 68, et ils ont un peu trop regardé au théâtre ce soir. Balasco est une Maillante de bas étage et Julien un sous-coluche craignos. Et en fait, je crois que c'est Balasco qui dit on s'est inspiré de ce que Francis Weber a fait dans le Magnifique, c'est-à-dire le personnage de Belmondo qui va écrire, et on voit le personnage de François Merlin dans le Magnifique qui replonge dans le roman et qui s'en prend aux personnages qui lui font du mal dans le quotidien. Tu vois. Et dans Nuit d'ivresse, il y a une scène où Balasco et l'ermite vont dans une soirée, et il y a un critique, un dandy parisien qui s'appelle Georges-Marc Benamou. Et là, l'ermite, il lui règle son compte et il lui dit c'est un connard, ce mec, il trempe sa plume dans sa propre merde. Toi, un de ces quatre, je vais te couper les oreilles en pointe. Très drôle, très drôle. Quand l'élégance et l'humour se marient, ça fait des ravages. Et l'ermite, qui est complètement bourré dans la scène, va en cuisine, prend un ciseau et lui coupe les oreilles à ce critique. Il m'a coupé les oreilles en pointe. Mais qu'est-ce qui vous arrive, cher ami? Il m'a coupé le lobe. Donc il se venge indirectement à travers les films, comme Francis l'avait inventé dans le Père Noël. Et même il y en a un qui s'appelait Murat à Télérama et Jean-Yann dans Papy fait la résistance. Ils le font appeler Jean-Yann, qui est un horrible collabo qui poignarde d'ailleurs. Donc ils ont des petites vengeances, on va dire, à travers d'autres films. Voilà. Mais ce qui est paradoxal quand même, je trouve que ce film c'est leur apogée et c'est le chant du cygne, puisque c'est leur dernière collaboration, on va dire, à tous ensemble dans les rôles principaux. Hein. Donc, mais on va dire c'est peut-être bien parce que il y a toujours eu des groupes comme ça, que ce soit les Branquignoles, les Charlots, les Nuls, les Inconnus, les Robin des Bois plus récemment, là c'est la bande à Fifi. Mais tu te dis aujourd'hui, évidemment que tu imagines que c'est France 2 qui produit le film. J'imagine le scénario du Père Noël est une ordure sur le bureau de Delphine Arnault aujourd'hui.
Elle ferait une syncope, quoi. C'est juste pas possible. Donc, faut se réjouir d'avoir pu voir ce genre de film à l'époque. Malheureusement, le genre de film qu'on ne peut plus faire ni écrire aujourd'hui. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, puisque tu dis toute la bande. Effectivement, Michel Blanc n'avait pas fait la pièce, sauf où il avait remplacé 15 jours, je crois, Junio dans le rôle de Félix, où il dit qu'il a pris un bide noir. C'est-à-dire tout ce qui fait rire avec Junio angoissait les spectateurs quand c'était moi qui jouais. C'était Monsieur Donc, Hir. c'est ça, il a dit qu'il a fait un bide noir, mais il n'est pas question qu'il ne soit pas dans le film. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Même, il dit, c'était pas possible que j'y sois pas, il fallait qu'il y ait tout le monde. Et donc, ils ont cette idée du mec qui téléphone de manière obscène et qui a des dialogues qu'on ne peut pas forcément tout prononcer. Nous qui revient sans cesse, à chaque fois, il a une voix douce au téléphone, il dit qu'il va mourir, que tout ça. Et à chaque fois qu'il parle, soit à Anémone, soit à Zézette, soit finalement à Balasco, à chaque fois, c'est des chapelets d'injures et d'ordures qui sont restés iconiques. Mais avec quoi tête de nœud? Fous-moi la paix, fourra merde, encule-toi tout seul, espèce de malponiche! Ils lui ont écrit une scène à Michel Blanc, parce qu'au départ, dans le pièce de théâtre, c'est Jacques Delaporte qui faisait la voix, et Michel Blanc, il a une scène à la fin, puisque à la fin, après le zoo, ils vont à l'église pour se confesser. C'est deux grenouilles de bénitier, hein, Pierre Mortez et Thérèse. Et le prêtre, le curé, est joué par Michel Blanc. Alors, il jouera un curé plus tard dans Papy fait la Résistance. Il est très bon, ça. Merci. Et ils vont se confesser en disant ce qu'ils ont fait. Et ce que fait de suite Michel Blanc, c'est qu'il va à la sacristie, il téléphone aux flics. Et le film se termine, on les voit menottés avec les grands unes de journaux que ça. Donc Michel Blanc devait jouer le rôle du curé, finalement ça s'est pas fait, ils n'ont pas fait cette séquence-là. Ils sont partis à la place dans ce zoo. Alors ça change un peu la couleur du film tout d'un coup. C'est très étrange comme ils vont jeter ces morceaux de dépanneur au lion et c'est assez étonnant. Mais c'est une façon de finir le film. Mais c'est pas facile de finir un film et une comédie en particulier. Non, mais parce que dans la pièce, en fait, le voisin du dessus ou du dessous, on ne sait plus, Preskovitch, faisait exploser tout l'immeuble. Ah ouais. Et donc, mais ils disent tous c'était une fin pas possible parce que au théâtre, c'est pas bien grave, on fait exploser tout l'immeuble, puis après les acteurs reviennent saluer. J'ai ouvert le gaz depuis un moment. C'est ça que ça sent. Et puis je vais utiliser votre briquet. Ne faites pas cette bêtise, monsieur Preskovitch. Mais c'est con. Mais le nom du signalé, vous êtes en bâtiment. Ne faites pas cette bêtise, monsieur Preskovitch. Donc on sait qu'ils sont pas morts. Alors que cinéma, si on reste sur la mort de tous ces gens-là, et en plus, Rousserroir disait c'est impensable de faire mourir Zézette enceinte. Ça n'est pas possible. On peut pas finir une comédie comme ça. Donc ils ont cherché toute l'idée du zoo. Et Marianne dit, je sais que mes copains sont pas fous, mais moi, elle me fait rire. Et ne serait-ce que pour la réplique de Clavier, Joyeux Noël les girafes, quand il envoie un paquet cadeau avec un morceau du corps du réparateur d'ascenseur, elle dit rien que pour cette réplique, la scène vaut le coup. Tiens, ma grande. Joyeux Noël, les girafes. J'arrive, il va loin. Et elle raconte que entre deux prises, elle est assise en tenue de zézette, forcément, près du mur des singes. Et qu'il y a des gens qui passent et qui lui donnent un billet en disant « Oh, ma pauvre petite !» Et que d'un autre côté, Clavier, pareil, attend au bord de la route avant de rentrer dans le zoo et qu'il y a un mec qui s'arrête et qui lui dit « Et combien tu prends ?» Dans ton film, Le pharmacien de garde, il y a un travesti dans un zoo, c'est un clin d'œil au Père Noël ou pas du tout? Non, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais on compare pas les serviettes et les torchons. Il y a des petits clins d'œil. Hein. Junio a fait un petit film il y a pas si longtemps qui s'appelait Le Petit Fiaf, où il est directeur d'un hôtel et il y a tout le courant qui coupe dans l'hôtel et il va vite au disjoncteur et il se prend une putain de décharge et il y a un serveur qui passe au même moment et là, je crois Junio, il dit un truc « Ta mère la chatte !» Et là, il y a le serveur qui passe, qui est chez. Et puis, évidemment, Junio dit excusez-moi, mais je ne connais pas Madame votre mère, hein, c'est pas pour vous. Hein. Donc, il fait un petit clin d'œil la script du film, Sylvette Baudreau, qui est toujours vivante, qui a 97 ans aujourd'hui. Il y a une script qui a travaillé avec les plus grands, c'est-à-dire elle a bossé avec Hitchcock, Polanski, Costa Gravas, Alain René, Louis Malle, et a donné des cours à la Fémis. Tu imagines le CV qu'elle a. Et les élèves ne parlaient que d'une chose. Ils me posaient des questions sur le Père Noël est une ordure. Alors, je vais tourner avec... J'ai fait des... Mais pour moi, c'est un très grand film, hein, le Père Noël, donc c'est normal. Et elle a même tourné avec Laurel et Hardy. T'imagines, dans Atolka. Elle avait fait un... Ouais. Et aujourd'hui, elle est âgée de 97 ans. Sylvette,
Et apparemment, elle va très régulièrement à la Cinémathèque encore. Incroyable, incroyable. Ouais, ouais, c'est vraiment. Et il y avait aussi un truc, il y avait un clash entre Yves Rousseau et Jean-Marie Poiret sur le nombre de prises qu'il faisait. Il devenait fou, Yves Rousseau, tu vois, parce que Poiret était très, très exigeant. Et quand il venait voir les rushs, il voyait 5e, 10e, 15e prise. Et comme après, c'est devenu un jeu entre eux, et volontairement, la première prise, Poiret marquait 45e prise. Et au bout d'un moment, même, il commence à marquer 120e prise. Et là, Rouet recevoir voit vraiment qu'il commence à le prendre pour un con. Il lui dit vraiment, tu n'es pas professionnel. Hein. Vraiment pas. Et il s'est barré. Il n'est jamais revenu au rush d'ailleurs. Et puisque tu racontes ça, il y a une autre anecdote où assez vite, quand ils sont en studio, il y a une sorte de rituel du goûter. Quelqu'un amène des gâteaux et donc ils arrêtent de tourner. Ils goûtent. Et puis, de jour en jour, les gâteaux sont de plus en plus nombreux, tout le monde s'y met, tout ça. Et la pause goûter dure de plus en plus de temps. Et du coup, pour être bien, comment dire, pour être libre de goûter le temps qu'ils veulent, ils mettent le rouge comme s'ils tournaient et personne ne peut rentrer, et donc même pas le producteur. C'est fantastique. J'adore ces anecdotes. Et étrangement, le film, alors c'est vrai qu'il est sorti fin août, je sais pas si l'an dernier, il a 0 nomination au César. T'imagines les performances que font les acteurs dans le film, tu vois. Alors, mais en plus, je vois cette année-là, en second rôle, tu as nommé, hein, dans les espoirs, Jean-Paul Comard pour La Balance, qui joue un petit flic, qui a un 3e rôle. Il est bien, c'est pas ça. Mais comment tu peux pas nommer Clavier ou Chazelle ou Anémone, ou, enfin, je sais pas. Quand j'ai rencontré Clavier pour le livre, il m'a dit que ça restait une blessure pas cicatrisée. Il dit que c'est. Alors, il parlait pas de lui, mais il dit les 3 rôles féminins. Franchement, les créations qui représentent le personnage de Madame Musquin pour Balasco, Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. le personnage d'Anémone C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. et le personnage créé par Marianne Chazelle, Car monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait enculer Thérèse. c'est des créations incroyables qu'elles aient même pas été nommées. Il dit en fait, ça montre. Alors il y a une pirouette assez amusante. Il dit en fait, dès que le cinéma s'institutionnalise, il devient bourgeois. Nous, on n'est jamais devenus bourgeois, on a toujours été des marginaux. Et il dit que c'est à partir de là qu'il y a eu un divorce avec la profession en ce qui le concerne. Et d'ailleurs, quand il sera nommé pour les visiteurs, il viendra même pas à la cérémonie, en fait. Parce qu'il savait qu'il n'aurait pas eu, de toute façon. Ils disent, c'est un truc impossible qu'aujourd'hui, on réalise qu'il n'y a eu aucune nomination, mais aucune, pour le Père Noël, alors que ça reste parmi les films préférés des Français encore aujourd'hui. C'est vrai que ça paraît vraiment incongru, quoi. C'est fou. Sous ce titre-là, qui peut paraître vulgaire, Le Père Noël est une ordure, en fait, je pense qu'ils ont voulu faire passer le message qu'il faut arrêter de croire au Père Noël. Alors, c'était les années Giscard, on est passé aux années Mitterrand, tu vois, mais c'est la France qui vit des périodes difficiles, tu as le chômage, l'inflation, l'insécurité. Et en gros, faut pas croire tout ce qu'on vous dit. C'était ça, en fait, Le Père Noël est une ordure, tu vois, il faut arrêter de croire au Père Noël. Et faut pas oublier que, surtout quand on a parlé beaucoup du personnage de Katia, mais à l'époque, c'est juste en juillet 81 que l'homosexualité est sortie du code pénal. Parce qu'avant, c'était quand même un délit d'être homosexuel en France. T'imagines, en 80, heureusement, c'est l'arrivée de Mitterrand qui a quand même ouvert certaines portes, heureusement. Et c'est fou de se dire qu'à l'époque, tu étais gay, c'était considéré comme une maladie, en fait. Tu vois? Et voilà. Et malheureusement, voilà, après, bon, le sida va faire son apparition, etc. Et donc, c'est un film qui a beaucoup plus, c'est pas du tout une comédie, c'est une comédie sociale qui a du fond, une comédie caustique et noire. Voilà, pour moi, c'est le chef-d'œuvre du Splendide de très, très loin, quoi. Oui, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est parce que c'est le film aussi le plus osé, le plus gonflé. C'est-à-dire, dans Les Bronzés font du ski, c'est des personnages qu'on peut rencontrer tous les jours. Là, quand même, les personnages sont vraiment fouillés et ils sont quand même assez étonnants. Et c'est ce que dit Balasco en disant, toute modestie mise à part, on a fait un peu comme La Bruyère, on a recréé des caractères. Et c'est un peu vrai. C'est quand même. Il n'y a qu'un truc quand on le voit aujourd'hui qui doit parler à absolument personne, c'est qu'à un moment donné, Clavier dit ah ben bien sûr j'ai pas le physique de ma voix ou c'est la voix qui trompe toujours et il parle d'Albert Simon. Mais aujourd'hui, plus personne ne sait qui est Albert Simon. Albert Simon, c'était le monsieur météo de Europe 1 qui avait une voix mais extrêmement particulière. Et c'est vrai qu'on était incapable d'imaginer le physique qu'il avait avec la voix. Alors comme ça, n'est-ce pas, vous connaissez personnellement Albert Simon?
Non, très très peu. Mais la référence me fait rire parce que j'ai revu le film il y a, je crois, au moment où je faisais le livre, et ça m'avait frappé l'histoire d'Albert Simon parce que je me dis, C'est alors vrai. aujourd'hui. Mais c'est très drôle quand même, Non. c'est mystérieux tout d'un coup, ça reste très drôle. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur le Père Noël est une ordure le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Quel film Anémone tourne avec Jean-Paul Belmondo? C'est le quiz du jour. Je t'ai dit que j'étais nul dans les quiz. Je trouverai la réponse tout à l'heure en me faisant un café. Bon, c'était l'incorrigible. Allez. C'est un frimeur. Tu dis ça parce qu'il est moche, mais il en est comme 36. Non, écoutez, mesdames, restons dans le bon ton. Ah, bien sûr, oui. Bien, merci mes Cinébuddies pour ce voyage dans une grande comédie des années 80 et un des fleurons de la troupe du Splendide et de la filmo de Jean Poiret. Jeff, tu n'es pas une ordure et tu auras des joujoux par milliers. Et Jean-Pierre, le plus beau cadeau que tu puisses nous faire, c'est de revenir nous voir dans le show. On t'attend toujours avec une très grande impatience. Mais je reviens quand vous voulez, ou presque. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapote sur YouTube. Avec tous les 15 jours, une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenhoff, son de notre Katia à nous, Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Jeff Domenech, j'ai arrêté de croire au Père Noël le jour où je l'ai vu demander un autographe à Jean-Paul Belmondo. Jean-Pierre Lavoignat, je vous présente mes confuses parce que j'ai trop parlé. Non. Et Jeff, je crois que tu as un livre à nous montrer magnifique. Oui, alors c'est encore l'ancienne version. Bravo Jean-Pierre pour ce bouquin, très complet. En plus, si vous l'achetez, c'est pour une bonne cause. Hein. Ah bah voilà, Jean-Pierre, la nouvelle version. Parfait. Alors, parce qu'ils ont décidé, le livre a été un tel succès que plutôt qu'il était quasiment épuisé, donc plutôt que de réimprimer la première édition, ils ont décidé, poussé par l'éditeur, à faire une nouvelle édition augmentée. Donc, on a ajouté 16 pages avec 16 pages de photos et de commentaires où forcément, là, il rend hommage un peu plus longuement à Michel Blanc, puisqu'on avait fini le livre 3 jours après sa mort et qu'il était sorti 1 mois après. Et on a fait un petit gimmick sur la couve, un peu comme dans les années 70, où quand on bouge, l'image change. Ça Donc, se il y a à la voit, fois ouais. l'image du déménagement dans les années 80 et puis la photo qu'ils ont faite l'an dernier, quasiment au même endroit, enfin Génial. exactement au même endroit, avec pour Paris Match. Donc, Ah, c'est on joue avec les deux et il y a 16 pages de photos et de commentaires en plus. Et c'est toujours au profit de la Fondation pour la recherche médicale, dans laquelle l'Hermite est très impliqué. Et il n'y a pas longtemps, le Splendide a quand même remis un chèque de 231 000 € à la Fondation pour la recherche médicale, qui est le résultat des droits qu'ils ont cédés complètement. Voilà. Chapeau. Merci pour Parfait. la pub, Jeff. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod. Joyeux Noël à tous et pod sur la terre au cast de bonne volonté. Et maintenant, petit papa Kino, quand tu descendras du ciel avec des podcasts par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Bravo.